Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vraiment très spéciale. On va partir aujourd'hui à la découverte de DJI, également avec vos questions que vous avez posées sur Instagram. C'est parti tout de suite après le générique. Et donc j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir deux personnes. Je vous présente Olivier et Florian. Bonjour. Bonjour. Bonjour Gauthier. Est-ce que vous pouvez vous présenter, expliquer qui vous êtes? Moi c'est Olivier, je travaille chez DJI depuis 2016 et mon rôle c'est de communiquer sur la marque en fait. Donc je suis responsable communication Europe sur tout ce que fait DJI dans l'industrie du drone, mais des caméras, etc., etc. Super. Et donc toi Florian, qu'est-ce que tu fais chez DJI? Eh bien moi je suis rentré chez DJI en 2020, je m'occupe du marché Enterprise, donc c'est vraiment la partie gamme professionnelle de chez DJI et ça fait déjà 7 ans que je suis dans l'industrie des drones. Alors je vais poser une question globale, c'est quoi DJI? Alors DJI c'est une marque qui a été créée il y a 15 ans, qui a aujourd'hui pratiquement 15 000 employés, dédiée aux drones récréatifs, mais aussi professionnels pour les médias, pour le cinéma, mais aussi de plus en plus pour le monde du travail, avec une branche dédiée à ça qui s'appelle DJI Enterprise. DJI est avant tout une marque connue pour être une marque chinoise. Comment est-ce qu'est organisée DJI en Chine et au travers du monde? Le siège de DJI est à Shenzhen, dans la baie de Hong Kong. C'est là où tout se passe en termes de tech. Tout est fabriqué là-bas aujourd'hui. Donc c'est certes un avantage pour DJI. Mais c'est une marque globale. Donc on a des équipes en Europe, on a des équipes aux États-Unis, on a des équipes au Japon. Et on travaille en concert pour faire en sorte que notre message, nos produits soient compris et utilisés de la meilleure façon possible. D'accord. Et alors, j'imagine que la conception se fait surtout en Chine. Comment ça s'articule avec les équipes européennes, avec les équipes US? Alors globalement, l'intérêt d'avoir des équipes dans différents continents, c'est de pouvoir faire remonter les informations utilisateurs qui vont contribuer à améliorer le développement produit, à faire remonter de l'info spécifique à ces marchés et à pouvoir alimenter les innovations sur les produits DJI. Donc j'ai l'impression que c'est surtout des équipes de vente, de retour terrain qui se font dans les différentes unités du monde et la conception surtout en Asie, c'est ça? Oui, alors DJI est présent dans une quinzaine de pays aujourd'hui. On a des bureaux un peu de partout, aux États-Unis, en Europe et aussi en Asie. Et toute la R&D, bien entendu, le gros cœur est à Shenzhen, mais on a aussi des bureaux de R&D, par exemple au Japon. Voilà, on a eu aussi des technologies qui ont été développées dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ce genre de choses. Par exemple, le LiDAR L1, une grande partie venait des États-Unis. Si on se concentre sur la partie Europe, nous on connaît au travers des différents chats du site, etc. J'ai l'impression qu'en Europe, il y a tout ce qui est SAV, nos flight zones débloquées, etc. Vous avez quelques équipes du coup qui s'occupent de ça directement sur place. Alors le centre névralgique de DJI en Europe est à Francfort en Allemagne. Et on a à peu près aujourd'hui une cinquantaine de personnes, essentiellement qui travaillent pour l'équipe marketing, pour l'équipe événementielle, l'équipe vente, mais aussi l'équipe vidéo. Une des particularités de chez DJI, c'est qu'on fait tout en interne. Quand vous voyez aujourd'hui un film d'un lancement produit, en fait, c'est notre équipe vidéo en interne qui est basée à Francfort qui fait ce film. C'est les meilleures personnes pour faire ce type de film. Et pour nous, c'est le meilleur des marketing. Et en plus de ces personnes qui sont basées au HQ, qui gèrent le marketing, la RH, etc., on a aussi les centres de SAV, où on a plusieurs en Allemagne et plusieurs en Hollande, où on récupère tous les retours produits, ils font la réparation et ça redispatche sur toute l'Europe. Alors on voit que y a des départements un peu de partout dans le monde, principalement en Chine. Et du coup, est-ce qu'il y a une certaine culture chinoise dans la manière de travailler ou est-ce que ça ne change pas d'une entreprise traditionnelle? On travaille autant avec des Américains, des Français, des Allemands que des Chinois, mais bien sûr qu'on travaille aussi avec des Chinois puisque le siège est quand même en Chine. Je dirais une des particularités chez DJI en tout cas, c'est très peu hiérarchisé. Donc on n'est pas le seul à prendre une décision dans un département, etc. Il faut au moins qu'une dizaine de personnes soit sur la même longueur d'onde. Donc il y a une espèce d'harmonie qui se crée en équipe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, ça permet de rechallenger à chaque fois toutes les idées, les projets qu'on peut avoir et de dire, bah tiens, est-ce que c'est vraiment justifié? Il y a plusieurs personnes qui posent des questions sur ces projets-là et ça permet de remettre en cause, d'avancer et d'aller pousser un petit peu plus loin que ce qu'on avait initialement prévu. La langue officielle en interne chez DJI, c'est l'anglais. Par exemple, en Europe, à Francfort, sur une cinquantaine d'employés qui sont basés au bureau, il y a peut-être une vingtaine de nationalités différentes. On parle anglais tous les jours, enfin vraiment on est une marque globale et c'est vrai qu'on le ressent vraiment quand on travaille chez DJI. Alors je vais vous poser une question un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a surpris vous, personnellement, lorsque vous êtes arrivé chez DJI? Moi, en réponse à ce que Olivier vient juste de dire, finalement quand je suis arrivé chez DJI,
on a vu qu'il y a énormément de nationalités. On pourrait s'attendre à voir, bon, bah, c'est en Allemagne, il y a beaucoup d'Allemands, il y a quelques Chinois, etc. Et dans la réalité, on a des collègues qui viennent de partout dans l'Europe et même dans le monde. Le collègue qui gère le marketing vient des Philippines, on a un collègue qui vient de Bulgarie, on a des personnes qui viennent d'Espagne et de plein d'autres pays, même du Maroc, de Tunisie. Et ça, c'est intéressant parce que, bah, justement, malgré que ce soit recentré sur l'Europe, on a vraiment toutes les nationalités. Et je pense que c'est la volonté de DJI de s'ouvrir en prenant des nationalités et des backgrounds différents. Et toi, Olivier, qu'est-ce qui t'a surpris? Non, alors ce qui surprend vraiment chez DJI, c'est le rythme. On est vraiment une entreprise qui fait vraiment des choses de façon différente. Si vous prenez toutes les entreprises tech et vous regardez DJI, vous voyez qu'on ne lance pas un produit tous les ans en septembre autour d'une keynote. On lance des produits une dizaine, voire une quinzaine de fois par an, dès qu'ils sont prêts, et on les lance. Voilà, donc c'est vraiment donc ça va vite, quoi. Super soutenu pour nous en interne, mais aussi pour nos publics, bien sûr, les consommateurs, mais aussi les journalistes qui doivent aussi traiter chaque semaine peut-être une ou deux actualités DJI. Enfin, c'est vraiment énormément de choses. Alors, d'un point de vue organisation interne, j'aimerais parler maintenant des deux branches que vous représentez, la branche Enterprise et la branche plus orientée loisirs ou vidéo. Comment est-ce que c'est structuré en interne? Est-ce que les branches sont communes sur les ressources de R&D ou est-ce qu'elles sont bien séparées l'une de l'autre? Alors c'est une très bonne question puisque DJI a aussi changé son modèle au cours des années qui ont vu sa croissance. Donc le premier drone grand public a été créé en 2013. On est aujourd'hui en 2022, vous voyez un petit peu, ça fait très peu de temps finalement. Mais il y a seulement 6 ans qu'on s'est aperçu qu'il était très important de créer une branche entreprise, donc DJI Enterprise qui existe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le consommateur moyen n'a pas les mêmes besoins qu'un consommateur qui travaille pour une entreprise pour avoir un drone pour faire son travail. Il faut plus de sécurité, il faut plus de fonctionnalités. C'est un mode complètement différent. Donc on ne peut pas s'acheter un drone à la Fnac ou chez Apple pour répondre à des problématiques, je dirais, industrielles ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on a 3 grandes familles de produits. On a ceux qui sont destinés au marché, on va dire, grande consommation, que sont les drones, les Osmo, les caméras d'action. On a aussi le marché professionnel pour le cinéma, pour la télévision. On parle de Ronin, Ronin S3, le Ronin 4D, cette caméra absolument extraordinaire 4 axes qui a été lancée cette année, qui a fait vraiment sensation quand elle est arrivée, parce que c'est vraiment révolutionnaire. Mais on a aussi le marché entreprise, donc on va dire produit ou drone pour le travail, puisqu'aujourd'hui le drone est de plus en plus utilisé pour travailler de façon intelligente, de façon plus safe et aussi écologique, bien entendu, puisque quand on vole avec un drone, on n'a pas besoin d'hélicoptère, c'est beaucoup plus simple. Donc 3 grandes familles, mais en dehors de ça, on a encore d'autres branches DJI, notamment par exemple, on a une branche automotive dans laquelle on parle moins. Donc on ne fabrique pas de voitures, mais on fabrique certains composants comme des lidars qui sont utilisés après dans l'industrie automobile. Ah bah je suis surpris, il y a des lidars qui sont utilisés ailleurs que sur les drones chez DJI? Oui, donc DJI en fait est fabricant de lidar, puisque le DJI L1 qu'on a lancé il y a à peu près 2 ans le démontre. C'est un lidar qu'on peut installer sur la Matrice 300 RTK. Et donc cette technologie qui est quand même une technologie assez poussée, on la développe aussi notamment pour le marché automobile. C'est pour ça qu'on a une branche qui s'appelle DJI Automotive. Donc vous pouvez aller sur notre site internet, DJI Automotive, et vous verrez qu'on a aussi de l'activité dans ce domaine-là. Ok, bah je suis le premier surpris à voir que DJI est intégré dans des voitures aujourd'hui. C'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Et il y a également, tu me disais, tout ce qui est agriculture, c'est ça? Alors, on a aussi une branche qui est très dynamique et très importante, c'est DJI Agriculture, puisque les drones sont de plus en plus utilisés pour l'agriculture. Ça peut prendre la forme de drones avec des capteurs multispectraux pour pouvoir justement étudier la santé des champs des agriculteurs. Mais il y a aussi des drones d'épandage aérien qui sont utilisés énormément au Brésil, dans des pays comme la Corée, comme le Japon, comme la Chine, bien entendu, puis aux États-Unis aussi, qui font vraiment avancer l'agriculture qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture de précision. Et dans une autre mesure, il y a aussi la branche éducation qui est un des gros sujets de chez DJI où on pousse pour avoir des outils dédiés au développement des plus jeunes générations et notamment on a les RoboMaster et les Tello qui sont des outils qui permettent de faire du développement à plus bas niveau. Alors c'est super intéressant, mais comment tous ces départements se coordonnent ensemble justement? Est-ce que les unités de R&D sont bien dans leur département ou est-ce que c'est des ressources partagées et chacun vient bosser sur un projet en particulier? Donc en fait, on a les équipes marketing qui centralisent toute l'information et ensuite on a des équipes ventes qui sont dédiées pour le marché enterprise, pour le marché grand public, pour le marché agriculture.
On travaille aussi de façon régionale, puisqu'on a bien entendu l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc on a un peu chacun notre autonomie, mais on travaille bien sûr de façon en concert, je dirais, avec toute l'entreprise par rapport à sa vision et à son développement. Alors on l'a dit tout à l'heure, DJI a bien grandi depuis son premier drone en 2013. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que DJI est en croissance? Est-ce qu'il y a des marchés qui sont plus représentatifs que d'autres? Oui, alors DJI reste en croissance, je dirais même plus une croissance forte, puisque non seulement le marché du drone continue de croître, notamment le marché bien sûr pour le grand public, mais aussi le marché pour les entreprises, en tout cas pour le travail. Mais en plus de ça, on s'est extrêmement diversifié, qu'on a des sources de revenus, je dirais, un peu plus diverses que bien entendu qu'il y a 15 ans. Alors le symbole de la croissance de DJI, c'est son nouveau siège social, ce nouveau bâtiment qui vient de sortir de terre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr, d'ailleurs ça a été inauguré tout récemment, il y a finalement moins de 2 mois, avec la grosse partie des effectifs qui sont rentrés dedans. D'ailleurs, je crois qu'on a la chance d'avoir un intervenant directement sur place. Est-ce que Monsieur Yang, vous me recevez? Yes, perfectly. Hello, Goodyear. This is Napoleon Yang from DJI Academy. Right now, I'm in front of the new DJI Sky City. Super, alors est-ce que vous pouvez nous faire visiter un petit peu ces locaux, nous les présenter? Yes, of course. Let's take a look. As you can see, 2 high-rise towers, 44 and 40 stories, are joined via Sky Bridge. A floor area of 242,000 square meters can accommodate up to 8,000 employees with different departments. At 230 meters tall, DJI Sky City looks like a building floating above the ground. Merci beaucoup, Monsieur Yang, pour cette visite presque en direct depuis Shenzhen. On va continuer l'interview avec Olivier et Florian. J'ai une question des abonnés qui m'est parvenue. Il faut quel parcours pour intégrer DJI? C'est quoi les études, le type d'emploi qu'on peut trouver dans votre entreprise? Il n'y a aucun parcours prédéfini finalement. On a des personnes qui vont avoir travaillé dans l'informatique, d'autres qui vont avoir travaillé dans la communication et dans plein d'environnements divers. Aujourd'hui, ce que DJI recherche, c'est des gens qui sont assez passionnés, qui sont assez partie prenante dans ce domaine de l'innovation, de la nouvelle technologie, etc. Donc, on est ouvert à tout. Il y a des postes qui s'ouvrent en commerce, en communication, en marketing, en RH. Et donc, il y a vraiment un panel très large d'activités sur lesquelles on est amené à recruter, d'autant plus que les équipes européennes, elles grandissent vachement. J'ai l'impression que surtout le plus important, c'est d'avoir un profil typé international du coup. C'est nécessaire puisque, comme le disait Olivier un petit peu plus tôt, le premier langage de communication en interne, c'est l'anglais chez DJI. Alors, j'ai une autre question que vous avez posée directement sur Instagram. C'est quoi le budget de recherche et développement dans le budget global de DJI? Alors, on ne pourra pas parler de budget, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près entre 30 et 35% des effectifs de DJI qui sont dédiés à la R&D. Donc que ce soit des ingénieurs, que ce soit des techniciens, on a vraiment un tiers de l'entreprise qui est dédié recherche et développement. Mais c'est pour ça qu'on tire notre épingle du jeu par l'innovation produit et pas par le marketing comme certaines autres marques. C'est vrai que DJI, aujourd'hui, on ne le voit pas en termes de publicité. On ne voit pas de publicité dans des magazines qui parlent des produits DJI. Par contre, aujourd'hui, quand vous allez vous acheter un drone, vous avez de fortes chances, bien entendu, de tomber sur un produit DJI parce qu'on récolte un petit peu les fruits, justement, de cet investissement massif en recherche et développement. C'est vraiment une volonté de votre part de ne pas communiquer de manière classique comme une autre boîte? Alors je pense que c'est vraiment une volonté de la part du fondateur, qui est Franck, qui est un ingénieur qui a fondé DJI il y a 15 ans, après avoir étudié à Hong Kong. S'il a vraiment ce profil d'ingénieur. C'est une culture innovation et pas forcément marketing. Alors on va parler de questions un peu plus précises justement sur la séparation entre le loisir et la gamme Enterprise, parce que j'ai eu beaucoup de questions des abonnés à ce propos. De ce qu'on voit nous de l'extérieur, vraiment le but de DJI c'est de séparer ces deux gammes au point où parfois on sent comme s'il y avait des limitations logicielles d'une gamme par rapport à l'autre, entre autres par exemple avec le Mavic 3 Enterprise sur lequel on ne peut pas utiliser DJI Fly pour faire de la capture vidéo. C'est quoi la position de DJI par rapport à ce sujet? Alors l'idée c'est qu'il y a eu justement un mixage au fur et à mesure du temps où des professionnels utilisaient des produits grand public et où le grand public ne savait pas forcément choisir son outil. Aujourd'hui, la volonté, elle est de bien séparer effectivement ces deux branches pour pas qu'il y ait de confusion entre l'utilisation professionnelle d'un outil grand public qui pourrait être limitant pour le professionnel s'il s'est mal orienté sur sa machine et du coup, ça impacterait négativement la marque et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, en guidant plus les professionnels vers la gamme pro et les loisirs vers leur gamme loisirs, on est sûr qu'il n'y a pas de différence d'appréciation de la machine et surtout de résultats pour que tous les gens soient vraiment heureux du résultat qu'ils sont capables d'obtenir avec la machine spécifique.
Et toujours sur la gamme Enterprise, on voit que DJI développe de plus en plus de solutions pour aller du début à la fin d'une prestation. Je pense par exemple à la photogrammétrie. Maintenant, il y a aussi le logiciel de capture, le logiciel de photogrammétrie avec Teria. La volonté de DJI, est-ce que c'est de continuer de travailler avec des entreprises, des ressources externes, des applis tierces, etc. ou de plus en plus fabriquer sa propre solution de A à Z en interne? On va dire que DJI veut intégrer tout l'ensemble de la démarche. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on a intégré les outils de planification de mission, on a intégré les outils de gestion de mission et d'après-mission. Donc aujourd'hui, avec Terra notamment, qu'on a bien développé depuis quelques années, le but c'est d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché et donc permettre d'avoir toute la même machine, puisqu'on sait que DJI a cette force de développement et d'innovation qui permet d'aller plus loin. En revanche, DJI reste encore très ouvert, bien entendu, sur l'écosystème, puisque chacun peut aujourd'hui faire ses propres applications. On a un Mobile SDK qui est ouvert, notamment pour notre gamme Matrice 300, Matrice 30, et on voit aujourd'hui tout cet écosystème, en fait. Et nous, on n'est pas là pour dire travailler uniquement avec des produits DJI, que ce soit, bien entendu, les machines, mais aussi les logiciels ou les applications. On est là pour dire, si vous voulez travailler et faire le meilleur des travaux, voilà les solutions que vous avez en main. Si c'est avec DJI, tant mieux. Si c'est pas avec DJI, tant mieux aussi. DJI reste un système ouvert et c'est pour ça que les gens viennent justement sur notre plateforme. On a beaucoup de fabricants de matériel qui peut être après intégré à notre plateforme volante. Et c'est ça qui fait aussi le succès de DJI. D'accord, mais en contrepartie, on voit par exemple que le SDK est fermé sur le Mavic 3 alors qu'il était ouvert sur le Mavic 2. Alors c'est quoi la volonté de DJI par rapport à ça? Effectivement, la limite, c'est qu'on a certains programmeurs de logiciels qui vont développer des logiciels de photogrammétrie, par exemple de planification de mission automatique, sur un drone comme les Mavic qui ne sont pas dédiés à cet effet puisqu'ils ont certaines caractéristiques qui ne correspondent pas à ce que les développeurs veulent faire. Donc certes, les personnes pourraient utiliser des applis qui leur permettraient de faire de la mission auto avec des drones grand public, mais qui n'ont pas les bonnes caractéristiques. Et on veut limiter ça puisqu'ils n'obtiendraient pas un bon résultat. Donc on sépare un petit peu ces gammes pour arriver à donner le mieux de chaque machine. Ok, merci pour ces précisions. Alors, on voulait aborder aussi toute une partie géopolitique avec tout l'impact qu'a l'utilisation des drones DJI dans le monde. Et un des points qui était soulevé ces dernières années, c'est tout ce qui concerne la confidentialité des données. Alors, c'est quoi la politique de DJI là-dessus? Est-ce qu'il y a eu à une époque des configurations qui étaient différentes d'aujourd'hui? Comment est-ce que DJI a répondu à cette problématique? Alors DJI, on a vachement fait évoluer le logiciel, que ce soit dans les applis de communication entre la radiocommande et le drone, mais aussi dans le cryptage des données. Donc aujourd'hui, il y a un ensemble d'informations qui sont disponibles à tous et j'invite tout le monde à regarder sur le site de DJI. On a un livre blanc au sujet de la configuration des systèmes de sécurité de nos drones et sur toutes les informations concernant le cryptage des données. Donc tout ça, c'est des informations qui sont libres et ouvertes à tout le monde de consulter. Et DJI veut vraiment rester clair sur quelles sont les données communiquées avec nous ou non. Et on est transparent sur les informations qui communiquent avec DJI ou non. Alors ça c'est super intéressant sur la gamme Enterprise. J'ai même vu qu'il y avait par exemple des mises à jour qui étaient hors ligne avec une carte SD pour éviter d'avoir des informations qui communiquent. Le mode local data, plein de choses comme ça, oui. Et qu'est-ce qu'il en est pour tout ce qui est gamme loisirs justement, pour tout ce qui est confidentialité des données? DJI depuis le début a toujours été très clair là-dessus. Donc on n'a pas attendu qu'on commence à parler de données, de sécurité, ce genre de choses. Pour DJI en fait, vos données n'ont jamais été nos affaires. Si vous souhaitez partager vos données avec nous en volant, ce genre de choses, ou en envoyant vos photos sur notre plateforme SkyPixel, c'est vous qui le faites de manière consentante. Donc vraiment, vous avez le pouvoir de choisir ce que vous voulez. Du fait qu'on soit une société étrangère, on est souvent questionné par rapport aux questions de confidentialité. Aujourd'hui, comme Olivier le disait, ça fait depuis plus d'une quinzaine d'années qu'on est dans le domaine des drones. On n'a jamais eu aucun audit qui aurait démontré qu'il y avait une quelconque fuite à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on considère que, ayant tous les plus gros clients au monde, que ce soit le gouvernement américain, français, toutes les entités les plus sensibles au monde, personne ne s'est privé d'utiliser nos drones. Ça démontre bien quand même qu'il y a une certaine confiance et qu'il y a un certain nombre d'audits qui a été réalisé par ces entités. Audits qui ont été validés par des sources crédibles, que ce soit du gouvernement américain ou d'autres cabinets d'expertise. Donc je vous invite vraiment tous à aller sur le site de DJI, vous tapez DJI Security, vous allez trouver toute l'information qui est là, il y a à peu près une trentaine de pages, c'est vraiment très détaillé et j'espère que ça va enlever tous les doutes que vous pouvez avoir. Alors d'un point de vue géopolitique, on a vu qu'il y avait eu quelques difficultés avec les États-Unis, pas mal de lobbying de la part des États-Unis pour justement interdire certaines entreprises chinoises. Comment est-ce que se positionne DJI par rapport à ces problématiques? Ça tombe bien finalement parce que DJI n'a pas pour vocation à développer
des drones spécifiquement pour les utilisations militaires, comme ça a été le cas, et c'est ce qu'ils ont voulu interdire. Donc finalement, on reste spécialisé sur nos domaines, qui sont le survey, la cartographie, l'imagerie visuelle, enfin le professionnel, les médias, etc. Et on n'a pas pour vocation à développer des drones pour l'armée. C'est d'ailleurs ironique qu'on se soit retrouvé sur cette liste, puisque justement, nous ne coopérons pas du tout avec l'armée. Loin de là, DJI a toujours été très clair qu'on fait des outils à destination pacifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est retiré du marché russe et du marché ukrainien aujourd'hui, puisqu'on a vu que des drones étaient utilisés. Donc aujourd'hui, on ne fait plus de commerce avec la Russie, ni avec l'Ukraine d'ailleurs, parce qu'on n'a pas du tout envie que nos drones soient utilisés à des fins malsaines. Alors ça me fait une super transition, j'allais vous en parler justement. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est DJI et qu'on ne veut pas s'impliquer dans des conflits, que ce soit dans un camp ou l'autre, et qu'on se retrouve quand même en Ukraine avec des drones qui sont utilisés à la fois dans un camp et dans l'autre? C'est vrai que quand DJI a fait l'annonce qu'on se retirait du marché russe et ukrainien, ça a été repris par la presse parce que c'était quand même une très forte décision. On a été vu comme la première grosse entreprise chinoise justement qui prenait la décision d'arrêter de faire du commerce avec la Russie et aussi avec l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout envie que nos produits soient mêlés avec un conflit, quel qu'il soit. Nos produits sont faits pour les créatifs, ils ne sont pas faits pour être utilisés à d'autres fonctions que celle-ci. On est là pour la société. Les drones qui aident, et clairement, ce type d'utilisation n'est pas du tout ce que DJI défend dans son ADN. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est les marchés sur lesquels on met en avant nos produits. Et donc, à partir du moment où ce conflit a éclaté, où il y a eu des prises de parti, etc., nous, on a décidé de s'en séparer. Que les drones soient utilisés d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, on n'en a plus le contrôle, puisqu'on n'a aucune visibilité sur la manière dont sont utilisés nos drones, et on ne peut pas les bloquer une fois qu'ils sont mis en utilisation. Donc, on s'est retiré du marché, et on essaie de faire prévaloir l'utilisation des drones pour le bien et non pas pour des conflits. On va maintenant aborder un sujet ensemble un peu plus léger pour tout ce qui est lancement de produits. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que déjà, au niveau des équipes qui conçoivent le produit, il y a une conception d'abord du matériel, du logiciel? Parce que parfois on a vu que le logiciel pouvait être mis à jour après la sortie, comme par exemple pour le Mavic 3. Comment ça se passe concrètement? Alors globalement, les sorties produits, elles sont amenées par le marché. Ça, c'est notre rôle à nous d'être au contact des gens, de rencontrer des utilisateurs dans les pays et de parler avec nos distributeurs, parce que c'est eux le premier relais face aux clients, et de faire remonter les informations. Une fois qu'on a fait remonter ces informations, les équipes R&D déterminent quelles sont les choses à prioriser. Aujourd'hui, le Matrice 30, typiquement, il est né d'une volonté des équipes de sécurité publique, que ce soit les pompiers, la police, etc., pour sauver des vies, d'avoir des drones qui soient moins volumineux, par exemple, qu'un Matrice 300, et de pouvoir emmener toujours des capteurs avec des forts zooms, avec la possibilité de traquer certains points et de déterminer des distances, par exemple. Et la genèse de tout ça a fait que, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, après avoir récupéré ces informations, on a fait l'outil idéal. Et aujourd'hui, le Matrice 30, par exemple, est l'outil idéal qui répond à certains besoins des utilisateurs dans ce qu'on appelle le public safety, la sécurité publique. Ok, et du coup, concrètement, est-ce qu'on a un peu la chimie interne? Est-ce que le logiciel est conçu avant le matériel? Parce que par exemple, on avait vu des produits qui sortaient d'un point de vue matériel, parfois avant que le logiciel soit finalisé tout à fait. Comment est-ce que ça se passe, ça? Alors effectivement, ça arrive que le produit sorte et qu'il manque certaines briques finales sur le logiciel. Et parfois, on peut nous le reprocher. La démarche est la suivante, c'est que on sort des outils et on va venir améliorer et peaufiner certaines choses au fur et à mesure des retours utilisateurs. Donc, on a des équipes de tests en Chine, évidemment. Et d'ailleurs, en termes de production, je tiens à dire que chaque drone qui arrive sur le marché a déjà volé, a déjà été testé systématiquement. Et effectivement, après, il y a certaines briques logicielles qu'on vient amener à la fin, puisque ça va dépendre de comment l'utilisateur fait fonctionner sa machine, ceux qui acceptent de partager la donnée, et on va pouvoir apporter certaines améliorations qui vont être nécessairement juste après la sortie du produit. Et d'ailleurs, je peux me permettre moi aussi de répondre à cette question parce que je sais aussi comment ça se passe un petit peu au niveau des coulisses lorsqu'on reçoit du matériel en avance. La première chose que me disent les représentants de DJI, c'est si tu vois qu'il y a un bug, si tu vois qu'il y a un souci, tout de suite tu remontes l'information pour que les équipes puissent corriger le logiciel. Donc ouais, on est déjà sur l'étape influenceur, plus l'étape premier client, etc. Donc je comprends que ça puisse mettre un petit peu de temps pour se mettre en place. J'ai juste envie de dire aussi, c'est vrai que le drone est aussi un produit évolutif, c'est un peu comme une Tesla avec le software qui sera updaté de temps en temps, c'est ce qu'on fait aussi chez DJI. Donc forcément, on est à l'écoute du public, des retours, que ce soit des influenceurs comme toi aujourd'hui, qui testent les produits avant qu'ils sortent sur le marché, pour nous donner cette information importante en tant que
professionnel. C'est comme ça, au fait, qu'on améliore à chaque fois nos logiciels et qu'on sort de nouvelles fonctionnalités et qu'on corrige les bugs qui peuvent exister, ce genre de choses. Et d'ailleurs, ça me fait une excellente transition. Comment ça se passe d'un point de vue marketing avec ce que vous appelez les calls? D'ailleurs, c'est quoi un call? Alors un KOL, c'est un Key Opinion Leader. Aujourd'hui, on différencie chez DJI les KOL des influenceurs. Un influenceur, vulgairement, ça va être quelqu'un qui a de l'influence, qui a de la visibilité. On va demander à quelqu'un qui a plusieurs centaines de milliers de vues de faire une vidéo sur un hôtel autant que sur un gadget. Aujourd'hui, DJI, nous, ce qu'on cherche, c'est des Key Opinion Leaders spécialisés. Des gens comme toi, Gauthier, qui vont être intégrés dans notre marché, qui savent de quoi ils parlent, qui sont des professionnels et des utilisateurs et qui vont pouvoir non seulement parler du produit, mais parler de ses bénéfices et de ses contraintes éventuelles. Et pas seulement de ne parler que des côtés positifs du produit, mais vraiment d'avoir un côté objectif. Et d'ailleurs, je me permets, alors ça peut être difficile d'avoir une position objective pour cette interview vu que vous êtes là, mais moi par exemple pour les tests, j'ai toujours insisté sur le fait que je devais être complètement objectif, indépendant par rapport à ce que je disais. D'ailleurs, vous l'avez vu dans les derniers tests, je ne m'empêche pas de dire parfois quand il y a des défauts sur le produit et qui me paraissent importants, etc. Et c'est une démarche que j'ai appréciée. Voilà, je voulais vous faire aussi ce retour d'expérience à travers mon ressenti sur ce partenariat en tant que call, justement. Voilà, je vais apprécier la démarche, je tenais à le dire aujourd'hui, j'en profite que vous soyez là devant moi. Et j'en profite pour rebondir sur une question qui est revenue plein de fois sur les questions que vous avez posées sur Instagram. Est-ce que vous faites exprès d'organiser les fuites sur les produits? Attends, t'as déjà vu la fuite du Phantom 5? Ouais, enfin, ça, normalement, on a le droit d'en parler? Bah, je crois qu'elle est... Enfin, maintenant, ça y est, ça doit être dans... Je partagerai le lien avec toi, tu pourras partager avec la communauté tout à l'heure. Ouais, enfin bon, voilà, ça peut arriver de temps en temps. C'est une blague, il n'y a pas de fantôme... Enfin, il y a un fantôme 5? Non, Oh, j'ai vendu la mèche. Et plus sérieusement, du coup, il y a vraiment des fuites organisées pour les sorties de produits? Par rapport à quoi? Des fuites? Je suis pas au courant. Bah, plus sérieusement, à notre niveau, on n'a pas d'informations là-dessus. C'est Lee qui sortent parfois même avant nous on ait l'information sur le produit. Donc clairement, on n'est pas impliqué. Et puis moi, j'avais failli faire une bêtise pas plus tard qu'il y a du coup 3-4 semaines. On avait le Mavic 3 classique au bureau. J'ai fait une story et je me suis rendu compte en mettant publié qu'on voyait la boîte du Mavic 3 classique dans le bureau. Et voilà, ça c'est sûr, c'était pas organisé. Ça nous a fait quelques sueurs froides. Et du coup, on fait d'autant plus attention. Donc, je peux comprendre qu'en envoyant en plus des drones à tout le monde, bah forcément, il y en a 2-3 à un moment donné qui sortent des images dans la nature, quoi. La nouveauté sur les gammes DJI, c'est qu'on voit pour la première fois des drones normés arriver sur le marché, comme par exemple le Mavic 3 classique qui est normé C1 à sa sortie, le Mavic 3 tout court qui va être marqué C1 de manière rétrospective. La question que vous avez beaucoup posée sur Instagram, c'est est-ce que les anciens modèles de chez DJI vont être normés de manière rétroactive de la même façon? Alors du coup, je vous pose la question déjà, est-ce que vous avez peut-être la réponse? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est de l'actualité, puisqu'en août, on était très fiers d'avoir le Mavic 3 qui a été labellisé label C1 et aujourd'hui le Mavic 3 classique dès l'achat. Et d'ailleurs, écoute, on pourra en parler avec Matteo, qui s'occupe justement de la standardisation et des normes au niveau européen. On peut essayer de faire une petite discussion avec lui, on l'appelle? Je vous propose de voir la réponse de Matteo sur ce sujet. Hello Gauthier, thank you for having me. My name is Matteo Natale and I am the Technical Standards Manager for DJI in Europe. So indeed, as my colleagues have mentioned, we have been the first company to have released a drone bearing a class identification label on the market. We're obviously very proud of this because this took a lot of work, both in active participation to standard development organizations, as well as in cooperation with notified bodies. Now, clearly we can't disclose too much information, but what I can say is that many more product certifications are underway and we will be seeing many more DJI models bearing a class identification label on the market shortly. Now, this is a very complicated and complex process, which is why we're still evaluating on a case-by-case basis with each one of our products which models will be receiving certification. However, obviously, we very much do value our end users' inputs and suggestions as to which products they would like to be seeing bearing a class identification label. De manière plus globale, c'est quoi la vision de DJI pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'il y a des axes stratégiques, des axes d'innovation, de développement que vous voulez développer en particulier? Alors on ne peut pas tout dévoiler chez DJI puisqu'on a déjà tellement de produits et un roadmap super chargé. Comme vous l'avez vu cette année, on a dû sortir une quinzaine de produits et on est en route quand même pour de plus en plus d'innovations technologiques et pas forcément dans le drone ni dans la caméra, mais d'autres choses, on verra plus tard. Je ne peux pas trop vous dévoiler
futur du possible. D'accord, donc en fait, le but, c'est pas de rester que sur les drones et de développer l'innovation de manière générale. C'est ça votre vision, en fait, si je comprends bien. En fait, le I de DJI veut dire innovation. On est au cœur de l'innovation et dès qu'on a une invention qui peut servir à d'autres types de produits, on peut le faire. Je prends l'exemple du drone avec la nacelle 3 axes qu'on a après apporté sur Terre pour pouvoir faire l'Osmo et le Ronin. C'est une technologie qui n'existait pas. Donc si on arrive à innover dans un champ quel qu'il soit, que ce soit le cinéma, que ce soit le drone ou que ce soit encore d'autres choses comme la branche automotive ou l'agriculture, pourquoi pas? Alors, il y a une question qui a également beaucoup été posée sur Instagram. Est-ce que DJI a une réflexion concernant l'écologie et comment est-ce que c'est mis en application? Forcément, quand on est aujourd'hui une entreprise de tech comme DJI, on ne peut pas ignorer les problèmes environnementaux et on doit le considérer dans sa façon de produire, mais aussi dans sa façon de distribuer. Par exemple, en retail aujourd'hui, si vous achetez l'Avata, vous pouvez utiliser la radiocommande, le motion controller et aussi les goggles du DJI FPV. C'est quelque chose, c'est une démarche, on l'a acquis. Pareil pour les chargeurs, des fois on ne les intègre pas parce qu'on se dit que vous avez chez vous un chargeur qui pourra faire l'affaire. Alors la question que j'ai le plus reçue, c'est quoi les prochains produits? Tu sais toi, non? Donc, plutôt dans le monde du FPV, plutôt dans le monde du stabilisé, il y a des tendances? Bon alors, pour les prochains produits, on a déjà parlé un petit peu du leak sur le Phantom 5. Voilà, je suis un peu content d'être là aujourd'hui puisqu'on peut, le partager avec toi. J'avoue qu'on est aussi content en ce moment de faire une petite pause de quelques jours ou peut-être quelques semaines. Je ne vais pas encore en dire plus, mais c'est sûr qu'on a tout le temps des produits qui sont sortis chez DJI et on a surtout un rythme tellement difficile pour nous, pour le public, aussi pour les médias et les KOL comme toi qui doivent à chaque fois tester nos machines. Ah, on a du boulot en ce moment, hein, on va pas se mentir. Mais quand même, on a l'impression que, puisque ta question est la question de tes auditeurs, vous en voulez toujours plus, donc très bien pour nous, puisqu'on est là pour vous servir en termes d'innovation. C'est vrai qu'il y a une forme d'impatience sur les nouveaux produits à chaque fois. C'est un peu à double tranchant, parce que c'est vrai que des fois, on s'achète un drone DJI et puis quelques mois après ou quelques années après, j'espère pas quelques années, mais on a envie de les changer, si on peut. Et puis, il faut aussi nous dire de quoi on a besoin. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui faire de mieux? Qu'est-ce que les gens, les professionnels, autant que le grand public, peuvent attendre des drones dans le futur? Nous, on est prêts à l'entendre et on attend tout ça dans tes commentaires. Oh, merci, il fait la promotion de mon algorithme, c'est parfait. Allez-y, mettez les idées dans les commentaires. Et like, hein, like. Et j'avais une question un peu plus personnelle. Moi, je vois de plus en plus le loisir s'orienter vers le FPV, vers le plaisir de voler plus que vers le plaisir de prendre des images. C'est quelque chose que vous ressentez, ça, en interne aussi? Ah, ces racers, c'est un peu les rebelles du drone, du monde du drone. Donc, je plaisante un petit peu, mais c'est vrai qu'on a plusieurs tendances dans le drone. On a ceux qui veulent faire du cruising avec justement l'Avata, par exemple. On peut faire du cruising un peu plus tranquille. C'est moins speed qu'un racer, donc c'est quelque chose de complètement différent. Même si on parle de FPV, même si on a l'impression d'être assis dans un cockpit ou de voler comme un oiseau. Et vous sentez que le public prend à ça justement, qu'il est plutôt content de ces nouveaux produits-là? Ouais. Complètement. Je pense qu'à chaque fois, en fait, on découvre un nouveau marché où le public se découvre, le public a envie de participer, de s'envoler, d'expérimenter de nouvelles expériences. Et c'est exactement la proposition du DJI Avata qu'on a sorti cette année et qui reste pour nous un produit très très fort. Pour nos 15 ans, on a sorti pourtant beaucoup de produits cette année. On a sorti le Ronin 4D qui est une caméra pour le cinéma qui est extraordinaire. On a sorti l'Osmo Action 3, notre troisième caméra d'action, l'Osmo Mobile 6, le DJI Avata, le Mavic 3 classique. On a sorti beaucoup de produits entreprises, notamment le DJI Dock. Alors, on va sortir le Phantom 5. Voilà, c'est très prochainement. Très prochainement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Vous avez peut-être vu une différence de luminosité dans la pièce pendant cette interview. Cette interview a duré très longtemps, étant donné qu'on a posé beaucoup de questions. On a posé également beaucoup de vos questions. Merci beaucoup d'avoir répondu de manière aussi directe à toutes les questions qui étaient proposées, parce qu'il n'y a pas eu de tabou et j'ai vraiment adoré pouvoir justement aborder tous les sujets qui pouvaient intéresser la communauté à la fois professionnelle comme le loisir. Merci de vous être déplacé à Saint-Étienne aussi, vu que vous n'êtes pas tout à fait juste à côté. J'espère que ça vous aura plu aussi comme interview de pouvoir vous adresser directement à la communauté. Bah oui, merci à toi Gauthier de retranscrire un petit peu tout ce que les gens peuvent se poser comme questions et nous les poser directement. C'est le but un petit peu d'avoir des gens qui sont locaux en France, de pouvoir avoir ces interactions et de ne pas être seulement localisé en Allemagne ou ailleurs. Eh ben, merci à vous. Tout le plaisir était pour moi. Et peut-être qu'on se dit à bientôt pour de nouvelles sorties de produits ou sur des prochains événements. C'est parfait. Merci Gauthier. Merci Gauthier. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt sur un format un peu plus classique. Bon vol!